Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur Radio 4K aujourd'hui pour une nouvelle émission. Je suis accompagné dans un premier temps de Monsieur Zoumana. Comment ça va Zoumana? Ça va et toi mon frère, ça se passe? Ça va, très bien. Toujours le sourire. Toujours. Et on a un invité de taille, un invité très spécial, Monsieur Nourdine Nabili. Comment ça va Nourdine? Très bien, merci beaucoup Yanis, merci Zoumana de m'accueillir. Merci à toi de nous donner du temps. Journaliste, ex-directeur du Bonji Blog et tu es président d'un master en journalisme également. Tout à fait, à Donc, Bruxelles. C'est un honneur pour nous que tu sois avec nous. Pour introduire cette émission, on aura trois thématiques particulières. Une qui s'agit de l'actualité. Donc il y a eu la commission à l'Assemblée nationale par rapport aux effets psychologiques de TikTok avec les influenceurs, et notamment Nasdaq, Alexis Chen, Julien Tanti et Adé Laurent qui ont été convoqués par les députés. Donc on va parler de ce sujet. Ensuite, on évoquera l'évolution des médias et du traitement de l'information avec un expert de taille, Nourdine, qui connaît très très bien ce sujet. Et on finira par une interview sur le parcours de Nourdine. Et voilà. Donc pour commencer, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. C'est passé un peu sur Brut, sur des médias... sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, notamment par rapport à la commission, ou pas du tout? J'ai suivi un tout petit peu. Un peu? Vraiment en surface. Ça m'intéresse pas. Et toi, Nordine? Moi j'ai vu quelques extraits. oui, des extraits circuler. Et un peu, bon, moi je suis un peu sur Blue Sky, donc j'essaie un peu de suivre ce qui se passe. Bon, je suis à Bruxelles, donc je suis un peu loin, mais voilà, donc j'ai suivi un peu, pas dans les détails, mais suffisamment pour avoir une idée sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé. Bon, pour introduire un peu cette thématique, on va commencer tranquillement. J'aimerais bien avoir votre avis sur les effets un peu des réseaux sociaux sur les mineurs, notamment comme c'était un peu la thématique de la commission. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'impact de que ce soit TikTok, Snapchat, Instagram sur les mineurs? Zoumana, je te laisse commencer. Ok, merci. Moi, je pense que les réseaux sociaux pour les mineurs, c'est c'est à nuancer, mais c'est quand même néfaste dans le sens où c'est chronophage de fou. Tu perds beaucoup de temps là-dessus, tu as trop d'informations, mais que tu n'arrives pas forcément à qualifier. Donc c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est, comme tout à l'heure on l'a expliqué, c'est s'il n'y a pas d'objectif concret, réel à leur utilisation, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, Ok. selon moi. Après, ça peut être utilisé à bon escient. Je sais pas, par exemple, pour suivre un créateur de contenu qui va t'informer sur l'actualité, l'histoire, plein de choses. Mais sinon, c'est beaucoup d'informations inutiles, hein. Pour compléter ce que tu as dit, notamment, on a par exemple Hugo Décrypte qui Ouais, c'est pas mal. donne beaucoup d'informations intéressantes. On a aussi Midi Historien qui est prof d'histoire et qui fait du contenu par rapport à cette thématique-là. Donc il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses, mais globalement, tu n'es pas forcément fan de cette utilisation. Non, surtout pour les mineurs, parce que avec l'avènement de tout ce qui est musique, la violence, le sexisme, etc., les jeunes se font une opinion vraiment biaisée de la réalité. Comme tout à l'heure, vous l'avez expliqué, Nourdine, ils sont dans une bulle. On est vraiment dans une bulle et donc on est déconnecté des réalités du monde réel, en fait. Ok. Selon moi, en tout cas. Ok, très bien. Et toi, Nordine? Moi je trouve d'abord techniquement c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir un outil comme celui-là et d'avoir le monde à portée de main, de raconter des choses et ainsi de suite. Donc c'est vrai, après il y a peut-être besoin de réglementer tout ça, mais ce que l'on constate, c'est que finalement les gens qui ont inventé tout ça n'ont pas attendu les politiques pour en parler. C'est pour ça que cette commission arrive un peu tard. En tout cas, on fait un peu semblant de vouloir réguler les choses, mais je pense que d'abord on n'arrêtera pas l'essor technologique. Pour des raisons très simples, c'est que d'abord économiquement c'est quand même aujourd'hui là où ça se passe, on est dans un monde numérique, et donc effectivement il y a de gros problèmes, c'est ce qui vient d'être dit par Zoumana, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes d'effervescence, d'infobésité, enfin voilà, donc effectivement quand on a 12-13 ans aujourd'hui et qu'on passe 5-6 heures devant un écran sans avoir le recul nécessaire, sans avoir l'encadrement aussi intellectuel pour le faire, donc ça peut devenir compliqué. C'est un peu comme si les gamins traversaient la route hors des clous, où tu laisses un gamin de 5-6 ans traverser la route à sa guise. Et donc il y a besoin d'éducation, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, on ne pourra pas refuser l'évolution technologique, mais par contre, cette vague-là est tellement importante qu'il faudra peut-être apprendre à surfer. Et donc c'est là où il y a un vrai travail à faire, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des familles, tout ça. Après, sur le choix, effectivement, peut-être que les jeunes qui ont aujourd'hui
je ne sais pas, entre 10, 15, 16 ans, n'ont pas encore les clés intellectuelles pour le comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a un projet ambitieux à mettre en place pour qu'ils comprennent ces choses-là. Mais par contre, pour les jeunes qui sont beaucoup, voilà, qui ont déjà été au collège, au lycée, qui ont déjà une capacité évidemment à comprendre tout ça, c'est quand même des outils qui peuvent justement leur permettre d'étudier, de créer, d'échanger, d'avoir le monde à portée de main. Donc moi, je suis rarement pour l'interdiction. À un moment donné, on a voulu aussi interdire la télévision, on a voulu interdire les livres. Tu vois, donc voilà, donc si tu veux, il y a des... Donc aujourd'hui, ces choses-là sont présentes. Je pense juste que je pense que la société doit prendre conscience qu'effectivement, ces outils peuvent être à la fois des formidables outils de cohésion, mais ils peuvent aussi être des armes de destruction massive. Et donc, si c'est le cas, il faut être capable de juguler tout ça et puis d'organiser et notamment de protéger les plus faibles d'entre nous et notamment les jeunes de moins de 15 ans. Voilà, en tout cas, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as expliqué que pour on va dire, les jeunes de 10 ans et 15 ans qui ont, on va dire, cette capacité intellectuelle de choisir un peu des contenus un peu plus pédagogiques, c'est une arme redoutable même pour leur développement en termes de connaissances. Parce que quand on va un peu sur les réseaux sociaux, après par exemple pour TikTok, moi je pense pas que tu es trop connecté sur les réseaux sociaux, on sait jamais, mais je veux dire que l'algorithme il s'adapte on va dire à ce qui nous intéresse, en fonction du temps qu'on reste, etc. C'est super intelligent, TikTok. Donc quand par exemple on s'intéresse à un contenu qui est, on va dire, pédagogique, etc., il va trop proposer des choses en lien avec ça et ça peut que te cultiver. Après, il y a aussi la question de la santé, par rapport au temps d'écran, etc. Et quand on est jeune, il me semble que c'est pas tellement l'idéal de rester trop concentré par rapport au cerveau. Mais je veux dire, en termes de contenu pédagogique, si demain on a un enfant qui est plutôt éveillé intellectuellement, ça peut être très intéressant. Pour s'informer même sur des choses classiques, sur de la cuisine, sur des mathématiques, sur plein de choses. Il y a vraiment du contenu très pédagogique. Il y a plein de comptes, comme tout à l'heure j'ai cité. Il y en a un autre qui est très intéressant, le prof de la cahier. Il donne des cours via des vidéos instructives. Et après, tout dépend de l'utilisation. Et on en vient un peu, je fais un peu la transition par rapport à l'utilisation avec le rôle un peu des parents, de l'éducation, etc. Comment on peut gérer cette utilisation selon vous pour des enfants entre 10 et 15 ans? Parce que maintenant, le téléphone, il arrive très tôt, dès qu'on a 6-7 ans. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent interdire la vente des téléphones et tout ça. Moi, je pense sincèrement que les adultes sont un peu perdus par rapport à cette nouvelle technologie. Et si tu veux, on arrive peut-être à un moment assez charnière de notre civilisation où... à l'époque, les savoirs étaient tout le temps transmis, si tu veux, par la génération qui faisait des enfants et ainsi de suite. Et donc cette transmission, elle se faisait de génération en génération. Et d'ailleurs, les nouvelles générations développaient ce savoir et ainsi de suite. Sauf que sur la question numérique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, les mômes aujourd'hui naissent dans une société complètement numérique, avec les outils, cette technologie intuitive, ils l'acquièrent très rapidement, donc elle est facile en fait, et ils arrivent à s'adapter avec ça. Et on se retrouve avec des gamins aujourd'hui qui ont 10-12 ans, qui en savent davantage sur la question par exemple des réseaux sociaux, sur la question, là, quand cet iPhone ne veut pas fonctionner, je le file à un gamin et le gamin me le répare. Et donc, alors que moi j'ai appris à mes enfants à faire du vélo, à nager, à faire c'est le rôle inverse. C'est l'inverse. Et donc du coup, et donc là il faut être humble. Il faut être humble, d'autant plus que ces nouvelles technologies ne sont pas développées, si tu veux, par des politiques. Ils sont développés par des entrepreneurs, des multinationales, qui ne cherchent pas à faire de ces outils des outils de cohésion. Ils cherchent à faire de ces outils des outils pour le divertissement, pour développer un business. Et donc ils ne se posent pas la question de leur impact, qui pourrait être un impact négatif. Mais quand on prend, par exemple, une voiture, ça peut être aussi une arme. C'est-à-dire si tu prends ta voiture à contresens de l'autoroute, tu risques de faire beaucoup de l'utilisation. C'est toujours, l'outil finalement n'est pas grand-chose. C'est surtout son utilisation qu'il faut interroger. Et donc, on est en droit de nous interroger sur un outil qui peut être à double tranchant. C'est-à-dire c'est un outil qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui sait le maîtriser, qui sait le mettre à sa disposition par rapport à des recherches particulières, par rapport à son développement personnel ou à son engagement citoyen, ou en tout cas, bref, à sa volonté de participer au destin collectif. Ou alors, il faut se poser la question, évidemment, d'enfants, de gamins qui peuvent utiliser cet outil, qui peut être un outil destructeur pour leur personnalité, pour leur façon de voir les choses, et puis même presque pour leur construction intellectuelle. Donc il ne faut pas jeter ces choses-là. Je
je pense qu'ils nous sont utiles aujourd'hui. De toute façon, on ne reculera pas. Par contre, il faut peut-être essayer de protéger, en tout cas, au moins à la fois en termes juridiques, mais aussi protéger dans le sens où il faut enseigner une bonne utilisation de ces outils aux catégories de la population les plus faibles et les plus jeunes. Et comment on pourrait, on va dire, conserver les aspects positifs des réseaux sociaux et on va dire diminuer les aspects négatifs? Je me tourne vers toi, Zoumana. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait se faire avec l'éducation nationale ou bien les parents? Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête? On va dire un peu améliorer tout ça. Bah, je pense peut-être qu'il faudrait faire plus de pédagogie, peut-être auprès des parents, en expliquant tout d'abord les effets négatifs des réseaux sociaux. Et je sais pas, hein, franchement, peut-être inciter les parents à mettre, je sais pas, des codes parentaux, réduire le temps d'écran, expliquer même aussi aux enfants que ça peut être négatif pour eux, je sais pas. En fait, comme pour reprendre les propos de Nourdine, c'est de ne pas interdire, mais contrôler. Je pense que c'est ça. Et pour un peu rebondir sur cette thématique, je vais me tourner vers toi, Nourdine, toi qui es d'une génération, on va dire, un peu plus, on va dire, différente. Plus vieille. Non, pas vieille. Ancien. Mais on va dire, par rapport, je pense qu'il y a des choses qui te paraîtraient anormales de la nouvelle génération de parents. Moi, à titre personnel, je suis un peu sur les réseaux sociaux, parfois ça m'arrive de scroller, souvent. Et je vois des parents qui, on va dire, issus de la génération, on va dire peut-être 90, 2000, qui sont parents, des jeunes parents, et qui eux-mêmes mettent en scène leurs enfants dans des vidéos TikTok, etc. Ah, ouais. Comment on pourrait réguler ça alors que même les parents sont impliqués dans ce processus maintenant? Donc c'est toi qui es un peu de l'ancienne génération, de quel œil tu vois tout ça? Il faut les sensibiliser aussi, leur dire qu'en fait, vous ne faites pas forcément du bien à vos enfants. Quand on parle de protéger les enfants, c'est pas juste une protection juridique, c'est une protection aussi parce que c'est notre mission en tant que parents de protéger nos enfants et on n'attend pas forcément que la protection soit uniquement juridique. Éduquer son enfant, c'est le protéger. Et expliquer à son enfant ses droits, ses devoirs, c'est aussi une façon de le protéger. Et donc effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui avec ces jeunes parents qui eux-mêmes sont nés et ont grandi avec ces choses-là et qui passent leur temps à photographier leurs gamins. Et après, on retrouve ces photos dans des sites parfois pédophiles et des choses comme ça. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens en leur disant en fait rien de ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne disparaît. Ça, c'est un premier point. Et en plus, vous n'en avez pas le contrôle. Et donc en fait, vous exposez votre gamin. Quand vous prenez une photo et que vous la mettez sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous preniez votre gamin et que vous le sortez au balcon et vous le montez comme ça devant tout le monde. Donc, il faut être en capacité de leur expliquer ça et surtout des conséquences à la fois aussi psychologiques pour cet enfant. Les enfants aujourd'hui, à 2-3 ans, ils sont là, ils s'arrêtent tous les 2 minutes, ils prennent la pause, on les prend en photo, ça devient des petites stars. Enfin, alors c'est vrai que c'est difficile de dire ça parce que tu passes, comme tu dis, pour un vieux mec qui ne veut pas faire ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que est-ce que c'est utile ou pas pour l'éducation de votre enfant? Mais en même temps, c'est tellement chouette quand tu vois quand même ça. C'est-à-dire que tu as un anniversaire, tu as tes gamins, tu envoies ça partout. Peut-être qu'il faut juste envoyer ça à ses copains ou à ses amis ou de sa famille. Peut-être pas l'exposer à n'importe qui. Les réseaux sociaux, c'est la rue, en réalité. Ce n'est pas seulement votre rue, c'est la rue mondiale. C'est-à-dire que tous les trois, nous sommes aujourd'hui à Paris, nous pouvons prendre une photo, et cette photo, dans 2 minutes, le monde entier peut la voir. C'est-à-dire que si tu as un copain à New York, il peut voir que tu es là avec nous deux, en train de faire une émission. Et donc, si tu veux, il faut prendre compte aujourd'hui de cet espace qui est le nôtre. Et donc dans cet espace, c'est compliqué de le réguler, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont dans cet espace pour des raisons intelligentes, et il y a des gens qui sont dans cet espace pour des raisons un peu moins intelligentes, ou peut-être un peu plus ambiguës, voire même déviantes, et ainsi de suite. Et donc c'est là-dessus où il faut. Donc comme on ne peut pas le réguler, il faut que nous-mêmes, chacun d'entre nous, sache l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Et donc effectivement, quand les choses ne vont pas dans une société, on attaque toujours l'école et les parents. C'est l'État. Mais il n'y a pas que ça. Moi je pense que les parents, si on leur tient un discours sans les infantiliser, sans les culpabiliser, aucun parent ne serait sourd à l'idée de lui expliquer convenablement que c'est peut-être dangereux ce qu'il fait. Voilà. Et donc il faut pouvoir le faire. Comment on le fait? Qui aujourd'hui est capable de prendre cette parole-là et de le dire sans passer pour un vieux schnock? Enfin, tu vois, c'est aussi ça. Est-ce qu'on a envie d'entendre ça?
C'est ça qui est difficile. Très bien, merci pour vos deux analyses très constructives. Pour finir sur cette thématique-là, moi je voulais un peu votre opinion sur la commission, sur ce que vous avez pu voir notamment. On a vu que M. Hitchen, l'influenceur, il avait quitté la commission parce qu'il était un peu en désaccord avec le président. On avait aussi Adé Laurent, l'influenceur, donner des exemples de phrases de rappeurs assez sexistes, qu'il reprochait que c'était en libre accès sur Internet. Et lui, c'est là, il était interdit aux mineurs. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette commission? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui a permis d'avancer sur le sujet de la protection des mineurs avec les réseaux sociaux? Ou bon, tout n'est pas noir ou blanc, bien sûr, mais peut-être que vous pensez que ça servirait. Bon, après, il y a un début à tout. Au moins, ça a permis de montrer que ces influenceurs-là ne sont pas, ne peuvent pas faire les choses de manière impunie. Mais qu'est-ce qui en a découlé dans la finalité? Une personne qui a quitté, des clowneries sur les réseaux sociaux, on retire rien. Je trouve que c'est un bon début. Peut-être que ça pourra permettre d'éviter que d'autres influenceurs fassent les mêmes conneries, mais sinon, il n'y a rien eu d'autre. Rien eu d'autre. On a seulement vu une compilation de toutes les blagues. Franchement, moi, j'ai plus ri qu'autre chose. Oui, c'est vrai. En fait, c'est deux mondes en fait, qui se télescopent. Ouais, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai, les influenceurs sont dans leur monde, avec leurs fans, avec leurs followers. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la finalité, par exemple, Nasdaq, c'est lui-même qui se retrouve à interroger le député? Ça vous fait rire? Mais dans quel cadre? Je dis franchement, non, c'est... Donc en fait, si tu veux, comme les influenceurs sont quasiment sans humilité, en fait. Les types sont là, ils ont leur business, ils sont dans un monde particulier. Et ils n'attendent plus rien en fait ça de leur l'État. A fait plus de pub qu'autre chose. Et face à eux, tu as une commission de députés qui, bon an, mal an, veulent encore croire qu'ils détiennent un pouvoir et des choses comme ça. Et donc c'est une bulle contre une bulle. Mais si on regarde ça avec un peu de recul, je pense que les députés ont plutôt raison de se poser un certain nombre de questions. Bon, c'est un peu tard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc effectivement, il faut réguler tout ça. Et les influenceurs, il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'ils sont assis sur une branche qui peut du jour au lendemain être sciée par Meta et compagnie. Donc, donc il y a un côté un peu, il faut peut-être un peu revenir à la raison. Et puis derrière tout ça, les influenceurs quand même génèrent beaucoup d'argent. Ils ont un peu le vent en poupe, effectivement. Leur production rencontre un attrait public et donc ils ont tous des millions et des millions de followers. Et donc ça fonctionne très bien pour eux, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent nous donner des leçons ou manquer de respect évidemment à cette commission, parce que ça reste malgré tout une commission parlementaire composée de députés que nous avons élus et que l'état de droit doit quand même être respecté, même si effectivement on considère, et c'est le cas, c'est la manière un peu de fermer, de partir, de se lever, tout ça. On n'est quand même pas dans une cité. Voilà, quoi, à un moment donné, il faut un peu. Voilà, non, mais quand je dis ça, c'est avec tout le respect que je dois lui donner. Ça leur a fait plus de pub qu'autre chose. Oui, en plus. À la finale. Ces gens-là, il faut taper dans leur porte-monnaie. Quand tu touches leur portefeuille, tu verras que ce ne sera pas les mêmes comportements, ce ne sera pas les mêmes discours. Exactement, c'est vrai. Mais tu parlais de respect, Alexis Chen, notamment l'influenceur, je ne sais pas si tu le connais en vérité. Tu as découvert. Et en fait, ils ont supprimé, enfin ils ont désactivé son compte dans un premier temps. Il a réussi à le réactiver avec ses avocats. Donc en fin de compte, tu parlais de respect. Malheureusement, il n'a pas encore été sanctionné par rapport à ce qu'il a fait. Malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel camp vous. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Yanis? Parce que si tu veux, l'algorithme a besoin de ça. Le modèle économique, si tu veux, des réseaux sociaux, c'est justement le clash, le buzz, tout ce qui. Ça a bien marché justement. Et donc si tu veux, à la limite, s'il revient dans le vrai monde avec cette commission parlementaire et que les médias mainstream couvrent tout ça alimente évidemment l'algorithme. Et l'algorithme ne vise que cela. C'est-à-dire qu'au fond, il ne vise que le clash pour justement nourrir le sensationnalisme, le combat. Réclame du sang. Et donc voilà, on réclame du sang et du sexe. Voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, mais symboliquement, c'est à peu près ça. Et donc il retrouvera. Et s'il ne retrouve pas son compte avec son nom, il en créera un autre et il connaît les leviers. Donc d'une certaine manière, si tu veux, lui, il a compris comment fonctionne le business. C'est la commission parlementaire qui devrait plutôt se poser des questions si le fait de faire ce type de dispositif, ce n'est pas quelque part contre-productif. En réalité, et que peut-être on peut tout à fait légiférer sans forcément discuter avec des gens dont c'est l'objectif de garder le statu quo. Et donc, si tu veux, d'une certaine manière, moi, la seule chose qui me gêne, c'est que ce type de situation disqualifie encore plus les politiques
Ouais. Alors qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe, mais on est dans un état de droit et je pense que plus on disqualifie le politique et moins on est dans un état de droit et plus c'est les plus faibles qui vont payer cette absence de l'état de droit. Donc moi je me bats pour les plus faibles d'entre nous et donc je veux coûte que l'état de droit reste un dispositif intouchable pour nous permettre de vivre librement quel que soit notre niveau intellectuel, social, politique ou économique. Et donc tout ce qui fissure ou fragilise les institutions de l'État, pour moi, c'est un danger pour les gens les plus faibles d'entre nous. Mais est-ce que justement, c'est pas fait exprès? Le fait de faire exprès de faire dégoûter la masse de s'intéresser à la politique dans le but de ne pas aller voter, de ne pas s'intéresser à tout ce qui se passe pour que justement ces mêmes personnes-là soient réélues pour conforter leurs différents intérêts. Alors en tout cas, si c'est fait exprès, c'est bien fait. C'est vraiment bien réfléchi. Tout ça. Moi, je ne crois pas que ce soit fait exprès, mais c'est vrai que dans une société qui cherche davantage le divertissement, la consommation, le loisir, le bien-être, quoi. Enfin, tu vois, évidemment, on s'intéresse un peu moins à la politique et tout ça, et c'est dangereux. Mais bon, moi, on m'a appris ça depuis tout petit. C'est vrai que si tu n'as pas besoin de censurer les gens, tu as juste besoin de les divertir, en fait. Mais la politique, c'est pas un sport facile. La politique, ça veut dire de l'engagement. C'est souvent un engagement aussi presque bénévole au début, quand on est jeune, quand on est dans son collège, dans son lycée, dans sa cité, on fait un certain nombre de choses et tout ça. Et donc ça ne paye pas. Ça te paye, comme tu disais tout à l'heure, ça te paye intellectuellement parce que ça te met en valeur et ainsi de suite, et tu grandis. Moi, tout mon engagement politique quand j'étais adolescent et jeune adulte, j'en ai récupéré des fruits incroyables dans ma vie professionnelle et ainsi de suite. C'est un investissement. Oui, c'est un vrai investissement et donc tu récoltes les fruits beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que la politique a quelque chose de noble. La politique, c'est quelque chose qui construit un destin collectif et une façon de vivre ensemble. Et donc, si une partie de la population se désintéresse de la politique, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, on prendra les décisions à sa place. Et ce n'est pas forcément les décisions qui seront favorables pour elle. Effectivement. On va rester sur un peu la création de contenu, mais de manière différente. On va un peu parler du journalisme dans ce deuxième sujet, l'évolution des médias et du traitement des informations, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux. On reste un peu dans cette thématique. Avec l'émergence, le développement des réseaux sociaux, TikTok, etc., Instagram, on voit plus de création de contenu. Après, je parle plus de pages d'information, ce genre de choses, ou même de médias sportifs ou autres, des pages dédiées à l'information. Est-ce que vous trouvez ça positif? Ça permet, parce qu'on sait que le métier de journalisme, ça reste quelque chose ça requiert une formation, etc. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux, désormais, n'importe qui peut se mettre dans le rôle du journaliste, faire des interviews, créer un média, suivre l'actualité et échanger à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette thématique? Moi, je pense que c'est positif. Ça permet justement à des gens comme nous d'être sur ce genre de plateau pour dire ce qu'on pense. Après, pour nuancer, le seul problème, c'est que tout le monde maintenant peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet sans avoir tout d'abord la légitimité, les informations et même aussi la qualification. Tu vois. Mais au moins, ça ne restreint pas la parole uniquement aux journalistes. Parce que le journaliste dépend d'un rédacteur et le rédacteur, il peut justement... avoir une ligne éditoriale. Ouais, voilà. Donc ça nous permet de dire ce que l'on veut, comme on veut, de manière structurée quand même, mais je trouve que c'est positif. Plus de bien que de mal en tout cas. Et l'œil du journaliste, voilà. Non, il a raison, Zoumana, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une offre qui est quand même pléthorique. Le seul danger, c'est que tout est aligné maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui dit quoi. La parole du journaliste, comme la parole du citoyen, comme la parole de l'expert, du politique, de l'artiste et tout ça est au même niveau. Et donc c'est un peu problématique. Donc il y a un besoin pour la personne qui reçoit l'information de savoir qui dit quoi et pourquoi cette personne le dit. Et donc effectivement, il peut y avoir des dangers là-dessus. Mais ces réseaux sociaux ont quand même réveillé un peu aussi la profession. C'est-à-dire que les journalistes avaient un peu le monopole de l'information jusqu'à il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ils sont contestés, et parfois même à juste titre. Et c'est très bien que l'on conteste évidemment le journaliste pour remettre en cause et en doute évidemment son travail, parce que c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on diffuse une information sérieuse, saine et ainsi de suite. Des exemples, on en a beaucoup. Mais pour moi, le seul danger, c'est la bulle. C'est-à-dire qu'au fond, le journaliste doit publier une information
il ne doit pas forcément se préoccuper de son impact, c'est-à-dire qu'en fait, il ne publie pas une information pour qu'elle soit aimée, mais il publie une information parce qu'il a recueilli un certain nombre de faits et il la pose sur la place publique pour nourrir la réflexion collective. Et la difficulté des réseaux sociaux, c'est que ça crée davantage un certain nombre de bulles. Et aujourd'hui, on ne s'informe pas sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles, pour avoir des informations, mais plutôt pour confirmer son opinion, pour conforter son opinion. C'est ce que les neurologues appellent les biais de confirmation. Et donc on suit des gens sur les réseaux sociaux qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous, qui aiment les mêmes choses que nous et qui nous disent un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ce que nous attendons. Et donc on se crée comme ça une espèce de bulle où à l'intérieur de cette bulle, notre opinion devient la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une opinion, Yanis, j'ai une opinion qui est basée sur ton histoire, sur ton éducation, sur ton expérience, voilà. Et moi, idem de mon côté, à un moment donné, la démocratie nous permet de confronter nos opinions. Et si mon opinion est majoritaire dans la société, ben, les députés seront plutôt de mon côté, et ainsi de suite. Et puis là, au bout de 5 ans, c'est peut-être et ainsi de suite. Et donc c'est ça un peu la démocratie. Sauf que maintenant, pour beaucoup, et c'est un peu dû aussi aux réseaux sociaux, c'est que les opinions des gens deviennent quasiment des vérités. Donc on se lance comme ça, des vérités. Donc les gens ne sont plus dans des débats pour essayer d'avancer l'un vers l'autre, pour essayer de dire finalement j'ai peut-être tort sur cette affaire-là, ça, mais veulent absolument imposer des vérités. Donc pour moi, le seul danger des réseaux sociaux, et on le voit, on a plein d'exemples comme ça, c'est de faire croire aux gens que la vie de tous les jours, c'est l'univers et l'imaginaire des réseaux sociaux. Or, ce n'est pas vrai. Je veux dire, tu peux être sur les réseaux sociaux pendant 4-5 heures dans une journée, mais la vérité de la vie n'est pas la vérité des réseaux sociaux. Donc voilà, donc encore une fois, là, peut-être que c'est peut-être pour ça, tu m'as dit tout à l'heure en début d'émission, je ne suis pas trop sur les réseaux, tout ça, mais c'est peut-être aussi par hygiène. Ouais, et pour rester connecté à la voilà, vraie. c'est ça. J'étais sur Twitter, je suis aujourd'hui sur Blue Sky, tout ça, mais c'est juste pour échanger avec un peu mon réseau, tout ça. Je travaille beaucoup sur WhatsApp, par exemple, mais c'est privé, en fait. Donc voilà, mais c'est juste pour dire que, encore une fois, cette nouvelle civilisation numérique impose peut-être aujourd'hui une éducation, une pédagogie différente. Et le vrai danger, c'est que les gens pensent plutôt aux réseaux sociaux et pas réellement la vie quotidienne. Parce qu'entre les réseaux sociaux et la vie quotidienne, il y a quand même une marge. Il y a une marge, effectivement. Et mais par exemple, par rapport au journaliste pur et quelqu'un qui va créer une page, est-ce que toi, en tant que journaliste, ça peut t'inquiéter? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de désinformation, parce que quelqu'un qui n'est pas forcément... il y a beaucoup de médias anonymes, désormais maintenant. Il y a des pages comme, je vais donner un exemple, Aquababe, du coup, c'est quelqu'un qui tient une page, et il a mené une enquête un peu sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, et ça a alerté un peu les services de l'État, qui n'ont pas forcément apprécié, parce qu'il s'est mis dans un travail d'investigation, c'est un exemple parmi tant d'autres, sur sa disparition, où il retraçait différents chemins de son parcours. Mais je veux dire, est-ce que tu ne trouves pas ça dangereux, ce genre de démarche qui peut se démocratiser avec le temps, en tant qu'avec ton œil de journaliste? Oui. En fait, moi, je ne trouve rien de dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est l'inexactitude des choses, c'est de publier des informations qui soient davantage au service d'une idéologie ou d'un lobby ou d'un groupe de pression et non pas au service de l'intérêt public ou de l'intérêt général. Moi, en tant que journaliste, je considère... Enfin, ce n'est même pas les journalistes qui m'intéressent, c'est l'information. On dit souvent dans notre profession, en fait, la star, ce n'est pas le journaliste, c'est l'info. En réalité, et si l'info est d'intérêt général, d'intérêt public et qu'elle apporte quelque chose aux citoyens pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, celle-ci m'intéresse. Et celle-ci doit répondre à quelques exigences. Notamment l'indépendance de celle-ci, le fait qu'elle ne soit pas au service, qu'elle ne soit pas dans la manipulation et qu'elle soit surtout exacte, juste, vraie, vérifiable et vérifiée. Si cette personne-là que tu cites est capable d'apporter des faits vérifiables et vérifiés et que moi, aujourd'hui, je vois ça et que je considère que finalement, Ligonnès est toujours vivant et tout ça, bravo. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas dans l'exemple que tu donnes. Mais c'est juste, si tu veux, que pour les journalistes, c'est plutôt une bonne chose en fait d'avoir face à eux aujourd'hui des citoyens qui sont en mesure de les mettre en doute, de les remettre en question et peut-être eux-mêmes aussi de faire une certaine investigation. Donc ça devrait permettre aux journalistes de monter un peu en gamme, tu vois. Et donc, et en fait, ce qui va rester,
c'est toujours une information de qualité. N'importe qui peut créer un média. À trois, on peut demain créer un média et ainsi de suite. Si notre média est sérieux, il apporte de l'information parce qu'on a les réseaux, parce que, c'est parce que tout simplement les journalistes parisiens ne vont pas chercher les bonnes infos, ne vont pas chercher les bonnes sources et ainsi de suite. Tu comprends? C'est comme la question je m'arrête là, la question par exemple des banlieues. Je pense que nous, au Bondi Blog, on a été très forts. Pourquoi? Parce que les jeunes du Bondi Blog venaient eux-mêmes des banlieues, on avait nos sources dans les quartiers et on allait confronter cette information à des experts, des choses comme ça. Et donc, on mettait sur la place publique une information que les autres médias ne pouvaient pas faire parce qu'eux ne connaissaient pas grand-chose à ces territoires, n'avaient pas les bons contacts, ne s'intéressaient peut-être même pas à ces problématiques-là. Donc évidemment que si des jeunes du milieu rural dans la Creuse, pour reprendre juste cet exemple, décident de raconter leur village autrement que par le type qui va chercher des informations néfastes, tout ça, parce qu'il vient de Paris et il veut parler que des clichés, tout ça dans ses villages, bah, cette information-là, elle va peut-être intéresser les chaînes Tout Info, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, moi en tant que journaliste, ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là ont été chercher une information que les journalistes professionnels n'ont pas eu ni les moyens, ni même l'idée de le faire. Donc les journalistes inquiets par rapport aux réseaux sociaux, c'est plutôt des journalistes qui eux-mêmes ne sont pas très sûrs de leur propre fonctionnement. Tu comprends ce que je veux C'est dire? intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu beaucoup de, enfin moi à titre personnel, j'ai vu beaucoup de personnes un peu critiquer le travail de certains créateurs de contenu qui se mettent un peu dans le rôle de journaliste. Et le fait que toi, ce que tu dis, c'est que tu n'es pas forcément dans la préservation absolue du métier de journaliste et que la porte est ouverte à tout le monde, en fin de compte, dans l'information. Peu importe qui on est, du moment qu'on source l'information et du moment qu'on transmet des vérités, c'est ça qui est intéressant. Mais les choses sont très claires, c'est-à-dire que les journalistes ont une identité, travaillent dans des médias, ont une histoire, ont des formations, ont des écoles. Et donc, si tu veux, l'identité du journaliste, elle est connue. Elle est connue, ils ont une carte de presse et tout ça. Effectivement, jusqu'à il y a encore une quinzaine, voire une vingtaine d'années, l'information passait principalement par les structures et les circuits officiels classiques, donc les médias reconnus et ainsi de suite. Et donc il y a tout un appareillage administratif qui reconnaît tout ça. Aujourd'hui, on a tout un univers qui s'est installé, c'est-à-dire les réseaux sociaux, dans lesquels circulent des informations, le tout venant. Il y a des informations qui sont justes, il y a des informations qui sont fausses, il y a des informations qui sont manipulées. Enfin bref, il y a une espèce de toxicité aussi là-dedans. Et c'est aux gens de faire le tri. Moi, en tant que journaliste, si un collectif, et souvent des dynamiques citoyennes, des gens dans les cités, des gens des ouvriers qui sont des syndicalistes, qui à un moment donné organisent des actions, se filment entre eux, mettent ça sur leur... Toi, les Gilets jaunes. Ouais. Les Gilets jaunes, ils ont commencé d'abord à médiatiser eux-mêmes leur action. Ouais. Et donc, c'est juste... Parce que toutes les chaînes, elles peuvent avoir les moyens qu'elles veulent. Elles ne seront jamais partout où ça se passe. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est intéressant aujourd'hui pour les journalistes, c'est comment ils peuvent utiliser aujourd'hui cette matière, qui est une source aussi. Et d'ailleurs, même pour le bien public, ce qui serait chouette, c'est que les journalistes travaillent aujourd'hui sur cette information qui circule sur les réseaux sociaux, soit pour la débunker, soit pour se l'approprier, soit pour utiliser aussi d'autres personnes qui viennent aussi raconter autre chose, parce que ça aussi, les réseaux sociaux, ils existent et ils prolifèrent et ils ont un impact parce que principalement les citoyens ne se reconnaissent plus aussi dans les médias mainstream, classiques et ainsi de suite. Donc cette situation ne devrait pas effrayer les journalistes. Elle devrait plutôt les sensibiliser pour faire un pas de côté, pour se poser un certain nombre de questions sur leurs propres pratiques et leur statut dans la société. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois les choses. Les journalistes n'ont rien à défendre en fait. Ils n'ont à défendre que les valeurs de la profession. Et si ces valeurs-là sont attaquées, évidemment, ils doivent se battre pour les préserver. Mais ils sont au service des citoyens. Et si les citoyens sont capables aujourd'hui de produire une information, ben on peut tout à fait, nous, pas venir pour donner un label, mais pour dire, voilà, aujourd'hui, il se passe des choses ailleurs que dans les circuits que nous connaissons. Et c'est aussi une façon, je pense, très habile d'utiliser les réseaux sociaux autrement que par le bazar habituel et le buzz et
et les violences. C'est très bien ce que tu dis, en tout cas en tant que directeur d'un master de journalisme, enfin, tout de même d'avoir cette vision-là, un peu plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Zoumana, je vais me tourner vers toi sur une thématique. Après, je te laisserai compléter parce que je pense que avec l'expérience que tu as, ça peut être intéressant. Maintenant, bon, la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça permet un peu d'être un ascenseur social pour beaucoup de jeunes qui arrivent à générer des revenus, à faire des partenariats, etc. Mais dans les grands médias, désormais, pour revenir sur le journalisme, est-ce que vous trouvez qu'il y a une progression, on va dire, dans la diversité du métier? C'est-à-dire qu'on voit un peu plus de personnes issues de certains milieux un peu plus modestes initialement. Est-ce que toi, à titre personnel, tu vois cette progression même si tu es jeune? Si, on la voit quand même. On la voit, tu vois un peu de tout, mais moi, j'essaie d'avoir cet esprit critique en me disant, est-ce que cette personne est là dans le but de représenter un peu plus la société, ou est-ce que cette personne est là pour dire, ah, on a fait exprès de mettre un noir, pour dire que, ah, il y a des noirs, pour pas dire qu'on est raciste. Par exemple, des Harry Roselmack, il n'y en a pas tant que ça, en vrai de vrai. C'est un Renoir, bien lissé et tout, mais est-ce que moi, je me sens représenté à travers lui? Je ne sais pas si vous voyez. Ou bien on peut mettre une personne, je sais pas, issue du Maghreb, mais est-ce qu'un Maghrébin de cité va se sentir identifié par rapport à ces personnes-là? Donc moi, pour moi, je me dis, oui, il y a un peu plus de personnes dites racisées sur les différents plateaux, etc. Mais pour moi, c'est juste de la poudre de perlimpinpin pour reprendre les propos de notre cher président. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nourdine? Bah, ça a été un vrai combat. À la télé, Zoumana, dans les années 90, ça a été un vrai combat. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette suspicion en fait, sur les gens qui aujourd'hui sont présents sur les plateaux. Est-ce qu'ils représentent une communauté? Et souvent d'ailleurs, eux-mêmes ne le vivent pas forcément bien. Je pense que si on parle avec Harry ou si on parle avec un certain nombre de chroniqueurs qui aujourd'hui interviennent sur les plateaux, ils n'ont pas forcément envie d'être les porte-parole. Voilà. Nous, on n'attend pas. Moi, à titre perso, moi, j'attends pas de quelqu'un qui soit mon porte-parole. Moi, je suis citoyen français. Donc voilà. Donc là, la question, elle se pose. Elle s'est posée dans les années 80-90. Elle se pose un peu moins. Si tu veux, pour répondre à la question plus largement, la télévision française a été beaucoup sur la défensive en fait sur cette question-là. Et donc, pour pouvoir répondre facilement, si tu veux, aux injonctions, notamment à la fin des années 90, où il commençait à y avoir vraiment une pression de la part des nouvelles générations pour avoir un peu plus de diversité et tout ça sur les médias, ben on s'est vite dépêché et on a essayé de choper un noir par-ci, un arabe par-là, et donc pour un peu colorer tout ça. Tu vois, et quand on avait une femme, en plus c'était une femme, en plus issue de l'immigration, donc on cochait 2 cases et ainsi de suite. Donc, parce que comme on a toujours ce problème en France sur les quotas, sur toi, les statistiques ethniques et tout ça. Donc je pense que dans les années 90, les patrons de rédaction ont répondu d'une manière un peu rapide à une injonction et ils pensaient que ça y est. Voilà, ils ont répondu, ils ont mis leur billet. La question qui est fondamentale sur cette affaire-là, ce n'est pas tellement la présence de ces visages-là, mais c'est surtout l'information. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je me souviens quand Harry Roselmack avait été nommé en 2006, c'était juste après les révoltes de 2005. Dans les discussions et tout ça, je me souviens au club Averroès et ainsi de suite, qui est un club dans lequel je participais d'ailleurs à cette époque-là. Et on disait, mais en fait on s'en fout en fait d'Harry Roselmack. C'est-à-dire qu'en réalité, Harry Roselmack, c'est un noir qui présente une info blanche. Tu vois, c'était un peu ça notre baseline. Tu vois. On disait, ouais, en fait, on s'en fout. Ce qui serait chouette, j'insiste toujours là-dessus, hein. En fait, la star, c'est l'info, c'est pas la personne qui l'a présentée. Et ce que nous, on attendait, en fait, c'est que le journal de 20 h, qu'il soit de France 2 ou de TF1, soit un journal dont l'information nous ressemble, traite les questions qui sont les nôtres avec une certaine liberté, avec de la justesse, avec de l'exactitude, et pas de stigmatisation, pas de clichés, pas de stéréotypes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fond, peu importe qui présente l'information, mais ce qu'on veut, c'est que cette information dise quelque chose de la société, dise quelque chose des souffrances. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, et on s'en rend bien compte, à partir du moment où tu mets un noir ou un arabe ou un chroniqueur, bah, c'est souvent des gens qui n'ont très peu de marge de manœuvre et ne changent pas réellement, si tu veux, le contenu. Et donc c'est pour ça que ça a été interprété comme une espèce de manipulation. Et d'ailleurs jusqu'à parfois des insultes
ou on dit oui, mais toi, tu es l'arabe de service, Ouais, des choses comme ça. Souvent, Et ça, pour le coup, on aime beaucoup ça en France, parce que quand un mec dit ouais, toi, tu es l'arabe de service, bah hop, ça circule sur les réseaux, et puis comme c'est un arabe qui le dit à un autre arabe, donc si tu veux, et en fait, on détourne la vraie question. La vraie question, encore une fois, c'est pourquoi les médias en France ont beaucoup de mal à travailler sur la question des banlieues, sur la question du racisme, sur la question du colonialisme et tout ça. Parce que ce sont des sujets en France qui sont des sujets tabous. Parce que l'histoire de France est pleine de situations ambiguës et qui aujourd'hui doivent être mises sur la place et qui en plus sont aujourd'hui portées aussi par ces nouvelles générations qui demandent des comptes. Et donc effectivement, ça bouscule nos élites, ça bouscule nos politiques, ça bouscule les élites médiatiques. Parce que on n'est pas à notre place. Tu vois, pour faire vite, hein, parce que, tu vois, mais c'est juste pour te dire. Et donc évidemment que, et ça répond aussi à la question de tout à l'heure, Yanis, c'est pour ça que c'est intéressant les réseaux sociaux et tout ça, parce que toutes ces questions aujourd'hui, si on en parle, s'il y a des débats, s'il y a des polémiques, c'est bien parce que des gens ont émergé depuis les réseaux sociaux, parce qu'ils ont plein de followers, ils ont imposé un certain nombre de sujets. Et donc finalement, et ça répond aussi à l'autre question, ben ces questions maintenant qui sont sur la place publique grâce aux réseaux sociaux, les journalistes devraient se les approprier et mettre autour de la table des gens, des experts. Et Dieu sait que nous avons de la production intellectuelle, universitaire, scientifique sur ces questions-là. Sauf qu'il faut le vouloir. Il faut sortir de ces secrets de famille. Si nous sommes une famille, si nous sommes tous Français à part entière, ben nous devrions être capables de parler de l'histoire de ce pays et de tout ce que ce pays a fait à un certain moment. Évidemment que ça va faire mal, évidemment que ça va mettre la France devant ses responsabilités historiques, politiques. Mais c'est une condition importante et sine qua non si nous voulons continuer à vivre ensemble, à créer du destin commun et ainsi de suite. Et donc c'est dans ce sens-là, si tu veux, que le combat de la diversité, entre guillemets, au sein des rédactions doit s'imposer, non pas pour avoir du marketing, tu vois, éditorial, parce que c'est bien d'avoir une photo avec un noir, un arabe. Hein, tu vois, c'est pas ça. Ça, c'est à la limite, pourquoi pas, ça fait de la pub et tout ça, c'est sympa. Mais en réalité, c'est que si tu arrives à former des rédactions hétérogènes, avec plusieurs visages, avec de la diversité, avec des parcours différents, des cultures différentes, des religions différentes, bah ça peut vraiment être un espace où, sur une seule information, on peut avoir plusieurs regards. Et c'est ça l'intérêt, pour justement enlever le côté un peu unidimensionnel, où on a le sentiment que les rédactions sont monochromes, réfléchissent de la même manière, pensent la même chose, manque de neutralité, tout ça. Donc toi, c'est dans ce sens-là que c'est important. Il nous reste 5 minutes, moi je voulais... Il ne fallait pas m'inviter. Hein. Non, c'est très très bien, parce que je pourrais t'écouter pendant des heures, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, et même ton bagage de connaissances et ton expérience, mais j'aimerais bien garder ces 5 dernières minutes pour que tu nous parles de toi, de ton parcours, de comment tu as fait, parce que je sais que tu es né au Maroc, tu es arrivé en France à l'âge de 8 ans ou 9 ans, oui, c'est ça. et tu es devenu quand même un journaliste très important en étant directeur du Bondi Blog, en luttant aussi contre les inégalités des chances. Donc ces 5 dernières minutes, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, de ce que tu as pu, comment tu as réalisé toutes ces choses. Bah, d'abord, je ne suis pas tout seul, hein. Franchement, je le dis sans toute modestie mise à part. Hein. Franchement, moi je suis que le résultat d'un travail de... Il y a un problème ? Il y a un problème, je pense, de batterie. Ah mince. Il n'y a plus de batterie. De toute façon, il reste 5 minutes. Si tu peux juste mettre la caméra sur... Oui, j'ai changé la batterie. Ah, tu changes, okay. Juste 5 minutes. Après, c'est bon. On a trop parlé. On voulait en savoir davantage sur vous. Ah ouais, comme c'est un studio, c'est limité. Non, je dis on a trop parlé, mais on voulait en savoir plus sur lui. Ouais, non, mais je voulais garder les 5 minutes pour... Ouais, y a pas de problème. Après, tu peux continuer, c'était beau, comment on dit. Non, comme tu m'as dit, rester 5 minutes. J'ai l'habitude de dire qu'il reste 10 minutes. Ah, ok. Par rapport au format de l'émission. Après, tu peux continuer si tu veux. Ah, ça te dérange pas? Jusqu'à 25, c'est bon? Oui. Parce que comme tu m'as dit 5 minutes, j'ai voulu accélérer. Oui. Jusqu'à 25 max. Oui. Donc là, tu reprends la question. Oui. Je reprends la question? Ouais. Ok. Ouais. Sinon, moi, je sais plus ce que j'ai dit au début. T'inquiète
Vous avez dit Comme que- ça, il nous reste 10 minutes, tranquille. Ok. Vous avez dit que vous n'êtes pas tout seul. Après, Ouais, non, mais c'est important. On n'est jamais tout seul, en fait. C'est pas vrai, faut pas croire. Hein. mais après, Le faut quand même- self-made man, tout ça, c'est de la Ouais, mais connerie. faut quand même valoriser sa Oui, propre. oui, 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 non, mais sans. tu vois, c'est ce que je vais dire, Zoumana. Je vous écoute. Désolé. T'inquiète. Tu me poses des questions après. Ok, Ouais. juste ces 5 dernières minutes, j'ai envie de les garder, Nourdine, pour que tu nous parles de toi, de ton parcours, de comment tu as réussi. Je sais que déjà, tu es né. Je vais faire 3, 2, 1. Ah, tu t'as à fond. T'es trop rapide. Ouais, c'est ça. 3, 2, 1. C'est parti. Juste, Nourdine, il nous reste 5 minutes. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours pour finir déjà cette émission. Je sais que voilà, tu es né au Maroc, tu arrives en France à l'âge de 8 ans. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as réussi à devenir ce journaliste, le directeur de Bondy Blog, le directeur aussi d'un master de journalisme. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours. Oui. Bah écoute, d'abord, moi je suis très fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une vie un peu j'ai toujours été en partance. Je suis né au Maroc, je suis arrivé en Alsace. Après de l'Alsace, je suis venu en région parisienne et maintenant j'habite à Bruxelles et je vais revenir à Paris. Et donc je suis un enfant d'immigrés. Et dans les années 80, si tu veux, il y avait une vraie. Et je pense que ça existe encore pas mal dans pas mal de quartiers, mais il y avait quand même il y avait des militants, il y avait une vie associative, politique assez dense. Et moi, je suis le résultat de ça, en réalité. Donc après, comme tous les enfants de ma génération, nos parents étaient très stricts, si tu veux, par exemple sur l'école, parce qu'ils savaient que, d'ailleurs, eux étaient analphabètes, et ils savaient que c'est à travers et par l'école qu'on allait réussir à trouver notre place. Et donc voilà, moi je suis ce résultat-là. Après, je me suis beaucoup impliqué aussi politiquement, que ce soit dans ma cité, que ce soit au collège, au lycée, plus tard à l'université, et puis après dans la vie avec mes copains et mes copines. Et donc il y a à la fois un itinéraire scolaire et puis un itinéraire aussi de militant, et les deux se nourrissaient en permanence. C'est-à-dire que ce que je vivais en pratique, j'arrivais à le théoriser. Et puis même parfois j'arrivais même avec mes profs à aller beaucoup plus loin parce que je venais avec des cas très pratiques, ou par exemple sur la question des valeurs républicaines, je me souviens que j'expliquais en fait la liberté, l'égalité, la fraternité, ça s'arrête à la frontière de ma cité, hein, parce que moi quand je vois l'état de ma cité, j'ai pas l'impression. Et donc si tu veux, et donc ça pouvait permettre aussi des discussions. Donc voilà, donc après c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres, je me suis aussi référé à des gens, j'ai aimé des gens qui faisaient un certain nombre de choses, et des militants. J'ai aimé notamment, par exemple, Edoui Plenel, qui aujourd'hui a créé Mediapart. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands journalistes français, qui est très inspirant. Et donc, si tu veux, et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui aux jeunes et aux étudiants, c'est qu'il faut que vous soyez attirés par des gens à qui vous voulez ressembler. Alors, effectivement, si on n'a que des footballeurs, des rappeurs et tout ça, c'est compliqué parce que c'est quand même difficile de devenir footballeur professionnel, ça, même si on peut en être inspiré. Mais par contre, si vous considérez que vous avez envie de devenir enseignant, architecte, avocat, ben, il faut lire, il faut vous informer. Donc c'est un travail. Donc voilà, donc je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous regardez un peu, moi quand je vois ne serait-ce que mon simple réseau, il y a des copains et des copines dans toutes les sphères de l'économie, et pas que des ouvriers ou des employés. Je pense que là-dessus, il y a une vraie génération. Et puis votre génération qui monte, elle porte quand même l'image de ce pays. Quand vous partez à l'étranger, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre, il y a plein de jeunes qui sont sortis des cités françaises qui aujourd'hui occupent des postes importants. Vraiment, la French Touch aujourd'hui, elle vient quand même beaucoup des cités françaises, populaires, ouvrières, d'immigrés. Donc, et il faut juste essayer de casser la bulle ici en France qui consiste à faire croire que les jeunes des quartiers, les musulmans, c'est la délinquance, c'est la police, c'est la justice. Alors, évidemment, c'est ce qui est le plus mis en avant, exactement. Mais ça représente quelques pourcents. Évidemment, ça existe, hein, le banditisme et tout ça, il ne faut pas non plus le cacher. Moi, je n'ai pas du tout un discours angélique, mais sauf que j'aimerais que l'on regarde l'extrême majorité. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un proverbe qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et moi, je pense que la forêt qui pousse dans les cités, elle est incroyable, elle est monumentale, sauf qu'on ne veut pas la regarder. Mais une grande partie, si tu veux, des gens dans les quartiers aspirent à vivre normalement, convenablement, ont envie de créer des choses, ont envie de porter le drapeau de ce pays, sans oublier évidemment
le drapeau ou le village des parents et des grands-parents. Donc moi, je suis plutôt cet enfant-là. Et puis, j'ai toujours eu une posture sans complexe. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas de compte à rendre. Moi, on ne m'essentialise pas. Moi, quand on dit oui, il y a un attentat, réagis. Moi, je considère que les gens qui font un attentat, moi, je n'ai pas de compte à rendre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà, donc moi, j'ai plutôt envie qu'on parle de ce que je fais et pas de ce que je suis. Parce que je suis ce que je suis. C'est ton travail. Voilà, c'est mon travail qui doit parler pour moi. Et donc je pense que lorsque je fais des débats, enfin, je ne vais pas non plus toujours dans les débats où je sais qu'ils veulent juste me mettre face à des gens qui, de toute façon, ne vont pas être convaincus par ce que je vais leur dire. Donc je me protège aussi par ça. Mais peut-être que ce qui a fait aussi que j'avance tranquillement, c'est que j'ai aussi beaucoup de... Je suis très prudent. Je sais aussi où je mets les pieds. Je sais aussi ce que le système cherche. Quand je dis le système, je ne suis pas du tout dans le complotisme, hein, mais je sais pertinemment parfois que quand on veut m'inviter dans des débats face à des gens d'extrême droite et des choses comme ça, ce n'est pas pour faire avancer le débat, c'est juste pour créer le bazar. Donc je refuse d'y aller, je préfère venir dans des endroits où je peux m'exprimer tranquillement. Et donc voilà, et je pense qu'on est très nombreux à avoir le parcours que j'ai. Par contre, on est peut-être très peu nombreux à être valorisés et à aller sous les projecteurs. Et donc peut-être que ça change aujourd'hui avec les réseaux sociaux. En tout cas, il faut continuer à aider les jeunes générations à prendre les choses en main et à s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas, on parle à ta place. Et si on parle à ta place, ben on dit ce qu'on a envie de dire. Et donc c'est ça, c'est dans ce sens-là, moi, que j'ai construit, en fait, si tu veux, mon itinéraire. Et je suis vraiment très heureux de ce que j'ai pu faire. Alors, j'approche tranquillement des 60 ans. Je suis très heureux, j'ai encore quelques années pour travailler. Tu portes bien. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un exploit, Yannis. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien revenir, parce que tu parles beaucoup d'égalité des chances. À part si tu as une question avant Zomana. Pour l'instant, je monopolise beaucoup. Non. Il y a une réforme que tu as mis en place. Tu es quelqu'un qui est très impliqué dans l'égalité des chances. Et en recherchant un peu des choses sur toi, je suis tombé sur une interview que tu avais donnée à Interfrance, si je ne dis pas de bêtises, où tu parlais de la réforme que François Hollande avait annoncée sur le Bondi Blog à l'époque, mais ça remonte il y a peut-être 15 ans, où vous avez travaillé sur une réforme où vous vouliez dédier 5 à 10% des places des grandes écoles aux meilleurs étudiants de chaque lycée. Et ça montre une mentalité où tu as toujours été, en tout cas d'apparence, sur le peu que je sais de toi, dans l'égalité des chances, toujours dans cet esprit d'altruisme. Alors, si tu veux, en fait, ça c'est un bel outil, si tu veux, parce que dans nos cités, si tu veux, tu as toujours des gamins qui sont beaucoup plus brillants et ainsi de suite. Et donc effectivement, parfois on se dit, ben oui, il faut peut-être les mettre tout de suite dans des grands lycées pour créer justement la mixité, parce qu'ils vont venir avec... Donc voilà, et puis même pour eux, c'est intéressant, tu vois, parce qu'ils sont bien dans leur peau et ça va vite et tout ça, donc c'est intéressant c'est un peu comme quand tu joues au foot. Quand tu joues au foot, bon, bah, tu as envie de jouer en Ligue des Champions, donc forcément, tu essaies d'aller là où tout le monde joue en Ligue des Champions. Mais le danger de ça, si tu veux, si tu prends tout le temps les 5 ou 10% qui sont très intéressants d'un lycée de Seine-Saint-Denis, par exemple, pour les mettre dans un lycée au centre de Paris, bah, en fait, tu appauvris aussi le lycée, parce qu'eux, ils peuvent aussi faire monter. Donc, il faut créer ces choses-là. Donc moi, j'avais défendu l'idée qu'effectivement, c'est un peu comme ce qu'on a appelé l'affirmative action aux États-Unis, où on a décidé de faire des quotas pendant toute une génération pour justement donner la possibilité au grand public de voir les Noirs ailleurs que dans de la musique ou dans du sport et des choses comme ça. Juste pour un peu mettre la dynamique en marche. Et c'est vrai qu'on a un vrai blocage aujourd'hui en France par rapport à ça. Donc moi, je suis plutôt du genre à dire, effectivement, quand on a des gamins qui sont très très forts et ainsi de suite, il faut pouvoir les laisser aller dans les grands, dans les lycées en centre-ville et ainsi de suite. Mais en même temps, il faut essayer de mettre le paquet pour créer les conditions pour que d'ici 10 ou 15 ans, les futurs gamins n'aient plus à aller au lycée. Donc, pour que ces lycées-là deviennent des lycées aussi d'excellence. Parce que quand on a un très bon lycée dans sa ville, ça donne aussi envie à des gamins qui sont à l'école primaire, tout ça, de l'intégrer et tout ça. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher l'excellence dans Paris. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a des profs qui ne sont pas remplacés et tout ça. Tu as des gamins qui demain vont passer le bac et n'ont pas eu tel ou tel cours, donc ils viennent avec un handicap particulier. Donc on s'est posé ces questions. Sauf qu'à un moment donné, c'était plus fun de parler de ça. L'égalité des chances est devenu presque un truc de naïf. Et on disait non, ça va pas, il faut avoir un discours radical, quoi. C'est plus à la mode, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est une noblesse républicaine de dire que on donne
un peu plus à ceux qui en ont le moins. Voilà, l'égalité, c'est ça aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, franchement, aujourd'hui, un courant politique qui porte cette question. Pourquoi? Parce que dès lors que tu commences à dire ça, c'est interprété comme tu es favorable aux Noirs, aux Arabes, aux banlieues et tout ça. Donc on t'es sanctionné politiquement. Tu vois, c'est-à-dire que les gens sont tétanisés, notamment les politiques de gauche, sont tétanisés à l'idée de parler encore d'égalité, d'égalité des chances, de lutte contre le racisme et les discriminations, parce qu'ils ont l'impression que ça nourrit le Front National. Alors, ils n'en parlent pas, mais le Front National est quand même nourri. Et donc, c'est problématique. On s'en sent pas. Mais en tout cas, Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Nordine, c'est super gentil, même. J'ai beaucoup parlé. Hein. Non, mais c'est ça qu'on fait le temps et c'est super riche. Alors, on est limité par le temps, sinon on aurait continué à t'écouter longtemps. Je t'aurais lancé sur d'autres sujets. Et merci beaucoup à Zoumana de m'avoir accompagné une nouvelle fois pour cette émission. Et on se dit au mois prochain pour une nouvelle émission. Et voilà. À bientôt.